So without further delay, we'll now Bien, move to the commençons second immédiatement. session of the Nous allons first passer à panel la with deuxième two partie other de la language matinée. scholars. Nous avons We'll deux first listen to orateurs, Nadia Nadia Abul-Haj, Abul-Haj, anthropologue, qui étudie le Nadia Moyen-Orient. Abul-Haj is Anne Whitney Elle Olin enseigne Professor également à at Ban Barnard College et College and co-directrice du co-director Centre of the des Center études for Palestine Studies sur la at Columbia Palestine à l'Université University. de Colombie. Her publication Elle a includes publié Facts notamment on the Facts on the Ground, Archaeological Practice Practice and and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society en 2001, 2001, The Genealogical Science, The Search for Jewish Origins and the Politics of Epistemology en 2012 et Combat Trauma, Imaginaries of War and Citizenship in Post-9/11 America, publié par Verso en 2022. Son projet, en fait, consiste en une série d'essais qui couvrent les 2 dernières années du génocide et de la guerre totale à Gaza. Le titre de sa présentation, La guerre illibérale, du trauma, des intentions et de l'annihilation. Vous avez 30 minutes. January 4th, 2025. Le 4 janvier 2025, le New York Times a publié une interview avec le secrétaire d'État américain à l'époque, Anthony Blinken, qui répondait à des questions concernant les atrocités militaires commises par Israël. Il a dit, je cite, « Lors de mon tout premier voyage en Israël, 5 jours après le 7 octobre, j'ai passé 9 heures au quartier général de l'armée israélienne à Tel Aviv, 6 étages sous terre avec le gouvernement israélien, à discuter pendant des heures et des heures de la proposition fondamentale selon laquelle l'aide humanitaire devait parvenir aux Palestiniens à Gaza. Cette discussion a eu lieu parce qu'en Israël, je cite toujours, la société était totalement traumatisée. Il ne s'agissait pas simplement du Premier ministre ou d'un dirigeant particulier en Israël, il s'agissait d'une société entière qui ne voulait pas que l'aide parvienne aux Palestiniens à Gaza. J'ai discuté pendant 9 heures. Fin de citation. Tout au long de l'entretien, Blinken, dans l'ensemble, a éludé les questions des reporters concernant les crimes de guerre d'Israël. Au lieu de ça, il a réitéré plusieurs reprises l'engagement des États-Unis à protéger la population civile. Et je le cite, Blinken, une fois de plus, « Nous voulions nous assurer, dans la mesure de nos moyens, que les enfants, les femmes et les hommes de Gaza soient autant protégés que possible et qu'ils reçoivent l'aide dont ils avaient besoin pour survivre à ce conflit horrible. » Fin de citation. Plus le journaliste insistait, plus Blinken se concentrait sur l'aide humanitaire. Il n'a pas appelé Israël à mettre fin à la guerre. Il a refusé de reconnaître qu'Israël violait le droit international. Il a défendu sa propre stature morale, celle des États-Unis, en insistant sur le fait que, je cite, il veillait à ce que davantage d'aide parvienne à la population. Fin de citation. Blinken n'aurait pas pu être un meilleur porte-parole pour illustrer le concept de Talal Assad, de la conception de Talal Assad de la violence libérale. La violence libérale, c'est-à-dire, je cite, la violence légitime exercée dans et par un État progressiste moderne. Fin de citation d'Assad. Est caractérisée, selon Talal Assad, par un paradoxe constitutif. Elle combine cruauté et compassion. Ce qui importe, ce n'est pas le fait de tuer. Ce qui importe, c'est plutôt comment on tue, avec quelle motivation on tue. Dans la guerre qu'il appelle la culture de guerre de l'Occident libéral, la violence contre un ennemi collectif est légitime, même si cette culture adhère également au désir humanitaire de sauver des vies humaines. Donc, ça veut dire nous tuons, mais en fait, nous ne le faisons pas à la légère. Nous tuons, et cependant, nous tuons uniquement lorsque c'est absolument nécessaire. Nous tuons, et cependant, nous souffrons de culpabilité, de honte parce que nous avons tué. Dans cette culture de la guerre, et contrairement à nos ennemis, nous choisissons toujours le moindre mal. Dans ses réponses aux journalistes, Blinken ne se contentait pas simplement d'insister sur la vertu libérale des États-Unis, il tentait aussi de récupérer la vertu libérale de l'État israélien. Blinken a formulé quelques critiques modérées à l'égard de la conduite de la guerre par Israël. Par exemple, je cite, « La fourniture d'aide humanitaire, nous avons constaté qu'à certains moments, nous estimions qu'il n'en faisait pas assez. » Fin de citation. Cependant, cela ne constituait pas une reconnaissance des crimes de guerre. Et je le cite une fois de plus, il y a une grande différence entre l'intention et le résultat. Les résultats que nous avons constatés étaient insuffisants. Cependant, la question de l'intention est tout à fait différente. Fin de citation. Une question d'intention? Bien, Blinken avait déjà déclaré sans embâge qu'en octobre 2023,
personne, ni le Premier ministre, ni les politiciens, ni les chefs militaires dans ce bunker 6 étages sous terre, ni l'ensemble de la société ne voulaient qu'une seule aide parvienne à un seul Palestinien à Gaza. De plus, il a nié toute intention, malgré le fait que 15 mois plus tard, les politiciens, les experts, les journalistes et les citoyens continuaient à dire et à faire la même chose. L'intention de punir les Gazaouis, l'intention de les punir chacun, a été et reste largement et publiquement déclarée. C'est elle qui s'est concrétisée dans la stratégie militaire israélienne sur le terrain. Le 9 octobre 2023, je cite, « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Nous imposons un siège complet sur Gaza, sans électricité, ni nourriture, ni eau, ni rien. Tout sera fermé. » Voilà, ça c'était le Yoav Gallant, le Premier ministre à l'époque, qui l'a déclaré. Le 10 octobre, Isaac Herzog, le président, a dit, je cite, « C'est toute une nation qui est responsable. Il est faux de prétendre que les civils ne sont pas au courant et qui ne sont pas impliqués. » Fin de citation. En d'autres termes, il n'y a pas d'innocents à Gaza. Qu'est-ce qui justifie de tels propos? Surtout quand on regarde les preuves flagrantes que ces paroles se sont concrétisées sur le terrain. Moi, je propose entrer dans le traumatisme. Pour revenir aux propos de Blinken, il a passé 9 heures à plaider en faveur de l'aide humanitaire aux Palestiniens qui vivent à Gaza. Parce que, je cite, parce que après le 7 octobre, la société israélienne était totalement traumatisée. Fin de citation. Dans mon exposé, j'explore le fonctionnement de l'imaginaire traumatique invoqué par Blinken. Qui est traumatisé? Par quoi et par qui? En plaçant le 7 octobre comme traumatisme dans une structure itérative d'Auschwitz, eh bien, j'étudie comment il y a en fait une présomption de répétition traumatique pour l'économie, notamment américaine. Je vais commencer par le soldat israélien traumatisé. Octobre 2024. CNN diffuse un reportage intitulé « Il est sorti de Gaza, mais Gaza n'est pas sorti de lui ». Un réserviste de 40 ans, père de 4 enfants, je cite, est revenu de Gaza transformé, aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique, qui s'est suicidé avant de retourner au combat. CNN nous dit que les témoignages des soldats israéliens, je cite, offrent un aperçu rare de la brutalité de ce que les détracteurs ont appelé la guerre éternelle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du tribut intangible qu'il fait payer aux soldats qui participent. Fin de citation. Afin d'éviter tout malentendu, cette mention de la brutalité n'implique toutefois aucune critique. Au contraire, CNN rapporte que, même si elle a un coût psychologique immense, je cite, pour de nombreux soldats, la guerre à Gaza est un combat pour la survie d'Israël et doit être gagné à tout prix. Fin de citation. Le reportage de guerre de CNN est plus directement le récit des difficultés et du suicide d'un soldat. À son retour de Gaza, cet opérateur de bulldozer a souffert de crises de colère, de sueur, d'insomnie et de retrait social. Comme le raconte un membre de son unité, je cite, « Les soldats devaient écraser des centaines de terroristes, morts ou vivants. » Et il a décrit cette horreur en disant « Tout gicle. » Et c'est difficile de continuer. Selon la mère de Misraë, et je cite, il a vu des choses qu'on n'avait jamais vues en Israël. Elle dit, il a vu beaucoup de gens mourir. Il a même peut-être tué quelqu'un lui-même. Nous n'enseignons pas à nos enfants de faire des choses comme ça. Alors ça a sûrement été un choc pour lui. Bien sûr, étant donné le service militaire obligatoire ici, sauf pour les juifs orthodoxes, pendant des décennies d'occupation et de guerre, c'est difficile de comprendre comment on peut dire ça. Nous n'enseignons pas à nos enfants de faire ces choses-là. Mais en tout cas, l'histoire de Misraë n'est pas la seule trauma dont parle CNN. Et je cite à nouveau, pour des dizaines de milliers d'Israéliens qui se sont portés volontaires ou qui ont été appelés à combattre, la guerre à Gaza était considérée comme une bataille existentielle. Fin de citation. Dans cette guerre,
Et le reportage continue. Le Hamas, je cite, est le nouveau nazisme, c'est ce qu'a dit Netanyahou. Et je cite Joe Biden, la haine ancestrale des Juifs approuvée par les nazis a été ravivée le 7 octobre. Bref, comme le suggèrent ces propos, Israël, l'un des plus puissants militairement au monde, existe toujours au bord de l'anéantissement. Ou du moins, c'est ce qu'on imagine et ce qu'on proclame. Cette menace prétendument existentielle s'est habituellement intégrée dans cet article sur les soldats souffrant de stress post-traumatique lié au combat. Donc, CNN fait référence à un autre trauma imaginaire antérieur. Il s'agit du traumatisme originel, fondamental, que les commentaires de Blinken évoquent également et que son public connaîtra et entendra. Oui, le 7 octobre a été traumatisant. Cependant, il ne s'agit pas principalement du traumatisme des Israéliens qui ont survécu aux attaques du Hamas dont il parle. Il ne s'agit pas principalement du traumatisme des parents ou des amis qui ont perdu des êtres chers ou des proches ou qui ont été kidnappés. Pas vraiment. Il s'agit du traumatisme, d'une répétition traumatisante, d'une longue histoire de violence antisémite dans laquelle le 7 octobre n'est qu'un fait intégré, un fait parfaitement intégré. Le Hamas est le nouveau nazisme. Il incarne la haine ancestrale contre les Juifs. C'est le traumatisme que j'appellerais, moi, la triade Auschwitz, génocide, mal, dont Daryl a déjà parlé tout à l'heure. Donc, c'est un traumatisme désormais ancré au cœur même de l'ordre de la vérité d'après-guerre, dans lequel Auschwitz n'a jamais été simplement une nouvelle forme du mal, mais une forme sans précédent, sans référence. C'est la référence que nous sommes tous censés reconnaître et entendre. C'est le traumatisme par excellence qui a donné naissance à l'État d'Israël et qui fonde un autre récit de l'intention. En d'autres termes, le traumatisme Auschwitz, génocide, mal, fournit un autre type d'intention, un motif qui existe au niveau de l'affect plutôt que de la raison. Et ce motif blanchit l'intention génocidaire. Alors, lire les actes de langage. En décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël pour la violation de la Convention sur le génocide. En exposant son dossier devant la CIG en 2024, l'équipe juridique sud-africaine a énuméré des violations commises à ce jour. Le volume considérable de bombes larguées sur la bande de Gaza, et je cite, sans précédent, un nombre sans précédent de victimes civiles, la destruction d'infrastructures civiles, des maisons, des installations médicales, des universités. Ils ont documenté ce qu'ils appellent la privation des besoins fondamentaux et ont affirmé que l'armée israélienne cible les enfants. Et je cite l'un des avocats, « Cela n'est rien d'autre que la destruction de la vie palestinienne. Et cela est fait de façon délibérée. » Fin de citation. Un deuxième avocat, quant à lui, a souligné une caractéristique extraordinaire du génocide. Je le cite, « La réitération, la répétition de discours génocidaires dans toutes les sphères d'État israélien. » Fin de citation. Ils ont donné des exemples pour le 9 octobre 2023. Le ministère de la Défense, Gallant, a déclaré aux troupes à la frontière de Gaza qu'il avait, je cite, « levé toutes les restrictions et que Gaza ne reviendrait pas à ce qu'elle était avant. Nous éliminerons tout. » Le 28 octobre, dans un discours adressé aux forces israéliennes, le Premier ministre Netanyahou, et je cite, a exhorté les soldats à se souvenir de ce qu'Amalek vous a fait, un ordre biblique donné à Saoul de détruire tout un groupe de personnes connues sous le nom des Amalécites en guise de vengeance. De plus, selon l'affaire sud-africaine, les soldats sur le terrain ont compris ces discours tels qu'ils étaient destinés. Le 7 décembre, je cite les avocats, les soldats israéliens ont été filmés par les journalistes en train de danser et de chanter, et je cite les soldats maintenant, « Nous connaissons notre devise, il n'y a pas de personne non impliquée. » Fin de citation. Ils chantent, ils obéissent à un seul commandement. Leur obligation était d'éliminer les descendants d'Amalek. Dans sa réponse à la CIG, l'équipe juridique israélienne a commencé par rappeler les origines de la Convention sur le génocide. Israël est, ils disent, particulièrement conscient des raisons pour lesquelles la Convention sur le génocide a été établie. Ils ont continué à expliquer Raphaël Lemkin, un juif polonais, qui avait, je cite, été témoin des horreurs indicibles de l'Holocauste, fin de citation. Et comment il a inventé l'expression. L'équipe juridique israélienne a ensuite enchaîné le 7 octobre, sur le 7 octobre, en disant, je cite, « le plus grand massacre calculé de Juifs en une seule journée depuis l'Holocauste ». Et ils ont insisté, je cite à nouveau, « s'il y a eu des actes pouvant être qualifiés de génocidaires, alors ils ont été
été perpétrés contre Israël. Fin de citation. Après avoir revendiqué la propriété légitime du concept du génocide, l'Israël a fondé son argumentation sur le fait que ce qui s'est déroulé depuis, ce n'est pas le génocide, mais un conflit armé au cours duquel l'armée israélienne a respecté le droit international humanitaire. So how then did the Israeli team account for the plethora of speech acts cited by South Africa? South Africa, I quote, misunderstands the nature and provenance of certain comments made by some Israeli politicians, unquote. And they offered an alternative explanation. Certains des commentaires sont clairement rhétoriques. Ils ont été faits au plus fort de l'émotion, au lendemain d'un événement qui a profondément traumatisé Israël. Ces mots expriment l'angoisse et ne peuvent être considérés comme une incitation au génocide. Selon les termes de l'historien Amos Goldberg, l'État israélien soutient que ces déclarations ne constituent pas des déclarations d'intention, comme l'exige la Convention, mais simplement l'expression naturelle d'une rage à la suite du 7 octobre. Une expression naturelle de rage. Plutôt que naturelle, je suggère que cette rage est plutôt qualifiée de traumatique, née d'une répétition historique, un désir lié au désir de détruire les Juifs. Et cette répétition traumatique sous ses différentes formes, angoisse, choc, douleur et oui, rage, déplace l'intention génocidaire non seulement sur le plan juridique, mais peut-être encore plus fortement sur le plan éthique. Cela fournit une autre sorte d'explication. Le traumatisme a pour effet de détourner la conversation de ce qui est manifeste, l'intention de tuer tout ce qui bouge et de rendre Gaza inhabitable, inévitante tant les paroles que dans les actes, vers des motifs difficilement discernables à première vue. Revenons ici à Tal al-Assad. En essayant de comprendre pourquoi les terroristes islamiques agissent comme ils le font, ils affirment que les experts en terrorisme se livrent à une herméneutique du soupçon. Ils rejettent les intentions manifestes et recherchent plutôt les motifs secrets. Dans le cas d'Israël, après le 7 octobre, la logique interprétative s'inverse. Il s'agit d'une herméneutique de l'exonération. Les motivations israéliennes distinctes de leurs intentions manifestes redéfinissent la rage absolue et le massacre comme une réponse compréhensible, naturelle et attendue à un traumatisme collectif profond. Et comme on le suppose généralement, il fait faire référence au sujet traumatisé, c'est faire référence à la victime. Dans un essai intitulé « Le deuil et l'État », l'historien Gabriel Vinon répond à l'accusation selon laquelle la gauche euro-américaine refuse de pleurer les victimes du 7 octobre. Vinon écrit « Il n'est pas possible de pleurer publiquement les vies israélo-juives perdues à cause de la violence sans adhérer idéologiquement à l'armée israélienne, que cela vous plaise ou non. Le rêve sioniste s'est réalisé dans les cendres de la Shoah, sous le signe du plus jamais ça. Et compte tenu de cette origine dans l'histoire, une façon de comprendre Israël, c'est comme une machine à convertir le deuil en pouvoir. Le deuil est politique. Et c'est ce qu'il fait avec le deuil juif, il le transmute en violence. Bien entendu, il est possible d'exprimer le deuil et de résister à la transmutation en violence. Néanmoins, immédiatement après les attaques du Hamas, le deuil israélien s'est transformé en une violence d'État dévastatrice. Il existe une généalogie beaucoup plus longue du signe du plus jamais ça, sous lequel l'État israélien mobilise le deuil et le transforme en pouvoir. Le plus jamais ça n'est pas apparu immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, même si depuis la fin de la période pré-étatique jusqu'à la guerre de 48 et la crise du canal de Suez en 1956, les dirigeants arabes ont été qualifiés à plusieurs reprises de nazis. Néanmoins, la mobilisation du deuil à des fins politiques allait mettre plus de temps à émerger. En mettant l'accent sur les victimes, le procès d'Eichmann a constitué un tournant. En faisant comparaître des survivants à la barre des témoins, l'extermination des Juifs d'Europe a été présentée sous un angle tout à fait différent. Le procès de Eichmann, selon les termes de Ben Gurion, a été façonné comme une leçon d'histoire pour le monde, qui offrait aux survivants une tribune officielle. Contrairement à Nuremberg et au précédent procès en Israël de Juifs présumés collaborateurs,
les projecteurs étaient exclusivement braqués sur les victimes. À leur tour, les témoignages des victimes ont été exploités à des fins politiques. Et ici, je cite Edith Vertal, « Les survivants sont désormais commémorés comme une métaphore, une leçon terrible et sublime pour une jeunesse israélienne et pour le monde entier, afin que le sang juif ne soit plus jamais abandonné ou sans défense. » L'imaginaire de l'Holocauste de la fin du XXe siècle, né sur cette scène de Jérusalem, s'est transformé au cours des décennies en bien plus qu'une leçon d'histoire. Les récits des survivants sont devenus le fondement sur lequel s'est construite une puissante infrastructure affective, comme le disait Masco. Au cours des dernières décennies du XXe siècle, un imaginaire traumatique allait sous-tendre la triade génocide, mal, Auschwitz et être utilisé pour expier les horreurs que l'État d'Israël a longtemps infligées et continue d'infliger sous des formes toujours plus effroyables. En d'autres termes, le pouvoir de silence d'Auschwitz, de la triade Auschwitz-génocide-mal, ne tient pas seulement au fait que cette triade marque un événement prétendument sans précédent et incomparable, mais son pouvoir est également soutenu par le spectre de la menace de la répétition. La peur, c'est la répétition, un fait affectif plus puissant que tout risque réel et empirique. La guerre de 67 a joué un rôle déterminant dans la création d'Auschwitz en tant qu'infrastructure affective dans la société israélienne et au-delà. À l'approche de la guerre, et malgré les prévisions des services de renseignement américains qui annonçaient une victoire militaire rapide d'Israël, le climat en Israël et parmi les communautés juives de la diaspora était celui d'une apocalypse imminente. Au lendemain de la victoire éclair d'Israël, le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré à l'Assemblée générale de l'ONU qu'aucun individu ayant jamais vécu en Israël ne pourrait oublier l'atmosphère de dévastation qui planait sur notre pays stressé et sous pression, bombardé jour et nuit de prophéties annonçant la fin imminente. La peur s'est répandue largement. Et selon les mots d'un éminent intellectuel français, nous avons tous senti que la menace qui pesait sur Israël n'était pas une menace politique, mais ontologique. Ou comme le disait Peter Novick, l'Holocauste s'est soudainement transformé d'une histoire simple, bien que tragique, en une perspective imminente et terrifiante. En bref, la guerre imminente qui a été vécue comme un génocide par les Juifs d'Israël et par la diaspora. La leçon d'histoire du procès d'Eichmann a été réitérée sous une forme affective. Au cours des 10 années suivantes, l'Holocauste allait être de plus en plus connu sous l'angle affectif, chagrin, peur, panique, puis rage. Le traumatisme d'Auschwitz. En 1956, l'Allemagne adopte une nouvelle loi d'indemnisation pour les survivants juifs de la persécution nazie. Ils pouvaient désormais recevoir une réparation sur la base de demandes d'invalidité. Mais prouver l'invalidité n'était pas tâche facile, surtout dans le cas de troubles psychologiques. Les psychiatres ont soumis des documents aux tribunaux allemands, mais des milliers de demandes ont été rejetées. Les débats faisaient rage. Quelle est la pertinence du monde réel pour la pratique clinique ? Existe-t-il un trauma qui survient à l'âge adulte ? Un trauma qui apparaît tardivement ? Les cliniciens se sont battus avec la prétendue comparabilité entre l'expérience des camps de la mort et d'autres expériences de violence. Par exemple, d'être victime de guerre aérienne ou être prisonnier de guerre. L'une des conséquences, écrit Dagmar Herzog, a été qu'un débat sur le caractère unique de ce que nous appelons aujourd'hui l'Holocauste a commencé à prendre ferme. Il faudra attendre les années 70 pour que le caractère unique de l'Holocauste et la théorisation du traumatisme né de la violence du monde réel deviennent une sorte de sens commun culturel en Occident. Et à la croisée de ces deux transformations, la conscience et la culture d'après-guerre de l'Holocauste qui ont commencé à prendre forme après le procès Eichmann à Jérusalem sont devenues inextricablement liées à l'évidence du traumatisme collectif juif, avec toutes les hypothèses sur la répétition, les flashbacks, la temporalité que la théorie du traumatisme entraîne. L'impératif de raconter l'histoire de l'Holocauste, écrivait Doris Loeb en 1995,
est habité par l'impossibilité de raconter. Néanmoins, les survivants doivent raconter cette histoire. Les archives vidéo de Fortunoff ont été créées en 1979 afin de permettre aux survivants de témoigner, comme l'avaient fait leurs compagnons d'infortune lors du procès Eichmann. Mais après 2 décennies, et loin d'une salle d'audience, le témoignage avait une fonction différente. Il existe chez chaque survivant un besoin impératif de raconter, de connaître son histoire. Les archives Fortunoff n'étaient que l'un des nombreux projets d'archives audiovisuelles de l'Holocauste lancés au cours du XXe siècle. Contrairement au procès Eichmann, qui ne tenait aucun compte de la douleur psychique, du traumatisme, de la mémoire et du témoignage, les intervieweurs dans les archives Fortunoff étaient plus souvent supervisés par un psychanalyste. Ils ont conservé les douleurs traumatiques et tous étaient assistés par des psychanalystes. Les dernières décennies du XXe siècle ont vu l'institutionnalisation de la mémoire de l'Holocauste bien au-delà des projets d'archives. En 1977, les États-Unis ont créé une commission chargée d'établir un mémorial national de l'Holocauste. Un an plus tard, en 1978, Holocauste, une série télévisée mettant en vedette Meryl Streep, a été diffusée sur NBC et a été regardée par 120 millions de personnes aux États-Unis. Diffusée ensuite en Allemagne, elle a suscité un regain d'intérêt pour les Allemands vis-à-vis de leur passé nazi. Musées, mémoriaux, programmes scolaires, toutes sortes d'institutions d'outils pédagogiques ont été développés pour sensibiliser les publics euro-américains à l'Holocauste. En 2005, avec la désignation par l'ONU du 27 janvier comme journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste, l'institutionnalisation de la mémoire de l'Holocauste est devenue un projet mondial de réflexion morale. Pour sa part, la chute de l'Union soviétique a également joué un rôle déterminant. Il est devenu possible de visiter des sites où les Juifs ont été exterminés et de plus en plus de visites ont été organisées. La Marche des Vivants, par exemple, a amené chaque année des milliers d'adolescents qui ont pu visiter les camps de la mort en Pologne. Et les adolescents commémorent Yom HaShoah dans les camps de la mort, puis sont transportés par avion en Israël, où ils célèbrent le jour de l'indépendance le lendemain. Qu'ils participent à la Marche des Vivants ou à d'autres voyages organisés, les visiteurs sont accompagnés par d'anciens détenus des camps. Et elle dit, la réalité de l'expérience des anciens détenus est essentielle à la vérité qui est enseignée, et cette vérité est fondamentalement une vérité affective. Dans une de ses visites, un rabbin disait aux adolescents que les camps pouvaient être opérationnels en quelques heures seulement. Encore un exemple, après avoir visité les camps de la mort en Pologne, une jeune Américaine déclarait « J'ai tellement peur, je ne peux pas continuer, je voudrais déjà être en Israël ». Pour reprendre les mots d'Elie Wiesel, si Auschwitz est le nouveau Sinaï, le lieu de la Nouvelle Alliance, en termes psychanalytiques, l'Holocauste est devenu la scène primitive d'Israël. Mais ce n'est peut-être pas en termes psychanalytiques que cette Nouvelle Alliance doit être comprise. Cette scène primitive appartient au monde aujourd'hui et pour toujours. Elle se reproduit dans une répétition sans fin, comme si la peur, la panique, la répétition étaient une réponse à une menace réelle et imminente. Le risque d'un autre Auschwitz est toujours présent et les Juifs doivent avoir peur. Cette scène primitive s'est répétée le 7 octobre, du moins c'est ce que l'on nous dit. Cette répétition traumatisante est la référence dans les discours sur la panique et la peur des Israéliens et des Juifs en réponse au 7 octobre. Les guerres d'agression d'Israël, et plus particulièrement le génocide de Gaza, se transforment en guerre d'autodéfense, voire même de l'autodéfense préventive. Comme en 1967, le fait qu'Israël ne risque pas d'être anéanti n'a aucune importance. Auschwitz, génocide, mal,
traumatisme, tout cela en toute possibilité de contestation ou de recadrage politique. Cela empêche tout jugement moral ou matériel sur la violence dévastatrice que l'État israélien a déchaînée et continue de déchaîner aujourd'hui de manière brutale à Gaza. Je vous remercie pour votre attention.